Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition, la 21e édition de Polycritique, le webinaire mensuel de la FSP, que nous consacrons aujourd'hui à une question: Israël, une démocratie à l'agonie, un titre sur lequel nous reviendrons bien sûr car il interpelle. Nous avons la chance pour répondre à la question aujourd'hui d'accueillir 4 experts en la matière et je vais les présenter brièvement dans l'ordre alphabétique. Denis Charby, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël, Rahana, où il est, et nous le remercions d'être des nôtres. Sami Cohen, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po. Elisabeth Marteux, politiste, chargée de cours à Sciences Po également. Et Nitzan Perelman, doctorante en sociologie politique au LCSP à l'Université de Paris-Cité et ingénieur d'études au CNRS. Alors, cette édition numéro 21 de Polycritique répond au cahier des charges que nous nous sommes donné lorsque nous avons initié cette initiative, cette entreprise, pardon, à savoir décrypter une actualité nationale, internationale, qui ne tombait pas sous le sens, dont l'évolution, dont la signification ne tombait pas sous le sens. Nous avons là, avec l'évolution politique d'Israël, un sujet, une source d'interrogation qui nous a conduit donc, je l'ai dit, à oser un titre assez provoquant, mais c'est la première question que je poserai pour que le premier tour de table apporte une première série de réponses. Est-ce que dire qu'Israël voit sa démocratie à l'agonie, c'est excessif? Est-ce que c'est au contraire à la hauteur de vos inquiétudes aux uns et aux autres? Et je poserai la question en premier à Sami Cohen. Bien, bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne la question, elle est provocante et malheureusement, j'aurais tendance à répondre par l'affirmative. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sur cette question-là, je pense qu'il est très important de savoir, en fait, essayer de définir quelle démocratie est Israël. Il faut savoir que certains, certains auteurs considèrent qu'Israël n'est pas une démocratie, où ils parlent d'une démocratie ethnique ou une ethno-démocratie, exactement. On parle d'un État apartheid. Certains disent, puisqu'Israël, les Israéliens aiment se définir comme un État juif et démocratique, c'est un oxymore. Comment peut-on être à la fois un État juif et démocratique? Bon, je crois qu'il faut quand même camper un peu le décor à partir duquel nous allons discuter. Bon, au départ, à l'origine, les pères fondateurs ont voulu et ont fondé une démocratie parlementaire, monocamérale, avec des libertés fondamentales très grandes, une Cour suprême respectée, un conseil juridique du gouvernement qui a un rôle très important dans la défense de l'état de droit, mais avec plusieurs faiblesses. Première faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de séparation de la religion et de l'État en Israël, ce qui donne aux ultra-orthodoxes, qui sont souvent sous monnaie le soutien au gouvernement en échange d'avantages financiers pour leurs écoles. Ça, c'est le premier point, première faiblesse. Deuxième faiblesse, les droits fondamentaux limités aux citoyens arabes d'Israël, puisqu'on sait que jusqu'en 1966, cette catégorie de la population israélienne a été soumise à une administration militaire assez rigoureuse. Troisième point, le système électoral qui n'est pas un système qui favorise la stabilité du gouvernement en place, puisque c'est un système à la représentation proportionnelle quasi intégrale. Pas de constitution en Israël. Ce n'est pas un problème en soi. D'autres démocraties libérales n'ont pas de constitution, mais elles ont des lois fondamentales. Israël aussi est de la fondamentale. Mais l'ennui avec les lois fondamentales en Israël, c'est qu'elles sont très mal protégées, c'est-à-dire qu'elles sont modifiables très facilement
en un temps record, en quelques semaines, et on l'a vu très récemment, sans débat national de fond, sans recherche d'un consensus, à un vote à la majorité de 61 députés sur 120, c'est quasiment une majorité simple, alors qu'on sait que pratiquement dans tous les pays, la modification qui prend la décision, ou alors par un référendum, comme c'est le cas de la France. Et je dirais également, ce qui est assez frappant, c'est qu'Israël n'a pas de loi fondamentale sur l'égalité. Il n'y a pas de loi fondamentale sur l'égalité, c'est incroyable pour une démocratie qui se dit démocratie libérale. Et ce que je constate, c'est que simplement sur ce point-là, c'est que bien que les pères fondateurs aient voulu une démocratie qui soit exemplaire, qui ressemble beaucoup aux démocraties occidentales, ce n'est démocratie libérale qui a été mise en place. Bon, à partir de là, il faut signaler qu'il y a eu deux grandes évolutions dans cette démocratie. Il y a eu une grande phase qui a duré des décennies de consolidation de la démocratie avec une société civile qui s'est autonomisée, qui est plus vigilante, qui est plus vivifiante, des droits accrus aux citoyens arabes. On est sorti en 66 de l'administration militaire, et on va voir que en fait, les citoyens arabes vont arriver à égalité de droits avec les citoyens juifs d'Israël. Renforcement des pouvoirs de la Cour suprême, ce qui est aujourd'hui voilà, en question. La Cour suprême va s'arroger le droit de pouvoir annuler des lois ordinaires dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec les lois fondamentales. Et d'un autre côté, on a, à côté de cette consolidation de la démocratie, une réaction antidémocratique. On le voit avec l'émergence d'un courant sioniste religieux euh, violent à partir de 67, qui naît avec l'occupation des territoires, avec la victoire d'Israël en juin 67, un sionisme religieux qui est en grande partie donc violent, qui va provoquer, donner naissance à des groupuscules qui vont provoquer des attentats contre des maires palestiniens dans les années 80, contre Baruch Goldstein l'attentat de Baruch Goldstein en 1994, où il a tué des dizaines de fidèles au caveau des patriarches à Hébron, puis l'attentat de Rabin, évidemment, en 1995. On a la montée d'un courant radical et sans oublier, évidemment, la montée du kahanisme, dont Ben Gvir, aujourd'hui, en est le digne représentant. Euh, Ce que je dirais également comme deuxième affaiblissement de la démocratie, c'est la montée en puissance démographique des ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, qui est le parti le plus antidémocratique en Israël, puisqu'en fait, il y a une incompatibilité totale entre le processus de légitimation de la vie politique, qui, dans une démocratie, c'est le peuple, c'est le fondement même de la légitimité vient du peuple. Chez les ultra-orthodoxes, elle vient de la halakha, elle vient de la Torah. Et donc, ce sont deux textes qui sont complètement incompatibles, mais cela étant, les ultra-orthodoxes participent à des gouvernements parce qu'ils ont un intérêt, et ils ont trouvé leur intérêt dans cette connivence avec les majorités au pouvoir. Et je dois dire un troisième point, l'offensive antilibérale qui émerge à partir de 2009 jusqu'en 2021 sous le gouvernement de Benjamin Netanyahu, où on va voir comment les ONG de droits de l'homme sont attaquées, mais pas seulement les universitaires, les artistes, à partir du moment où voilà, ils émettent des positions qui sont contraires à la majorité de droite et d'extrême droite au pouvoir dans ces années-là, stigmatisation de la politique, de la population arabe, avec toute une série de lois qui vont à l'encontre de leur liberté fondamentale. Et ça aboutit à la loi de l'État-nation du peuple juif en juillet 2018, qui est une loi qui est totalement stigmatisante à l'égard de la population arabe. Et enfin, toute la série des attaques contre la Cour suprême, elle ne date pas d'aujourd'hui,
elles datent des années, elles émergent en fait en 2007-2008, elles se renforcent dans les années 2010. Il y a une tentative déjà de faire passer la clause du contournement de la Cour suprême qui ne réussit pas, tout simplement parce qu'un petit parti de droite à l'époque, qui s'appelait Colano, s'y était opposé, s'y est pas passé. Et maintenant, évidemment, c'est en train de passer. Et puis, je dois signaler dans, dans ce courant antidémocratique la colonisation des territoires occupés qui a abouti à une situation de ségrégation entre la population juive, les colons, et entre la population palestinienne. On a deux populations aux droits totalement différents et en fait, on peut dire qu'il y a une situation d'annexion de facto de ces territoires. Et on voit comment, au fond, pour répondre à la question donc, que tu poses, Et Christophe, qu'on va tous examiner, bien sûr. oui, voilà, voilà. Donc, oui, effectivement, il y a une situation extrêmement inquiétante, puisqu'hier ont été votées les deux premières dispositions antidémocratiques. La première concernant la commission, euh, la formation de la commission qui va nommer les juges, puisqu'à partir de là, il y a une majorité qui est acquise au gouvernement qui va prendre une décision sur la nomination des juges. Et également, il y a une deuxième disposition. Attendez, elle m'a. Mais Samy, nous reviendrons effectivement sur la question de la Bon, Cour on suprême, reviendra qui est, là-dessus. c'est On un des reviendra axes là-dessus, ça m'est. D'accord. majeurs. Voilà. Merci. Simplement, c'est pour dire que euh, si les projets en cours aboutissent, et à mon avis, ils vont aboutir, on a déjà un exemple hier soir avec un vote qui doit être confirmé encore en deuxième et en troisième lecture, mais ils vont l'être. C'est la fin des check and balances, puisque le seul contre-pouvoir institutionnel en Israël, c'est la Cour suprême. À partir du moment où la Cour suprême, au fond, sera constituée par des gens qui seront à la botte du gouvernement, ben, on n'aura plus ce contre-pouvoir qui est très important parce qu'il est le seul à pouvoir s'opposer à l'exécutif. Bon, donc, au fond, ce qu'on va avoir, c'est que un gouvernement qui va dominer à la Knesset, il domine déjà la Knesset et il domine dans la justice. Et donc, Merci, Samy. oui, on peut dire que nous sommes dans une situation où la démocratie est très malmenée et ce qu'il en sortira, c'est une démocratie à minima qui sera totalement à la botte du gouvernement. Merci beaucoup, Samy, d'avoir si bien planté le décor et montré les enjeux. On va revenir en détail sur la question de la Cour suprême, bien sûr. Avant cela, je me tourne vers Nitsan pour poursuivre la mise en contexte, je dirais, et en particulier pour nous dire en quoi est-ce que les récentes élections ont quand même marqué un pas dans la direction que Samy vient de décrire. En quoi est-ce que le nouveau gouvernement, ou plutôt la coalition qui soutient le nouveau gouvernement, diffère des précédentes? Vous ouvrez votre micro, Nilsson. C'est une question intéressante parce que en 2013, en 2015, en 2021, il y avait une petite pause, mais en 2022, on dit à chaque fois c'est le gouvernement le plus à droite qu'Israël n'a jamais connu. Maintenant, on se demande est-ce que dans 4 ans, on dira encore une fois la même chose. Je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être ce sera le cas. Mais là, on voit vraiment un changement qui n'est pas seulement quantitatif, c'est-à-dire il y a 64 sièges au Parlement pour cette coalition, donc il s'agit d'une coalition très stable en comparaison des coalitions précédentes. Mais là, il y a aussi un changement qualitatif parce qu'il y a 14 sièges au Parlement
pour le parti du sionisme religieux de Ben Gvir et Smotrich, qui arrivent à très bien négocier leurs conditions au sein de cette coalition, les rôles et les ministères qui vont leur être accordés. Et effectivement, Ben Gvir détient un rôle qui a été inventé pour lui, qui est la sécurité nationale et pas intérieure. Avant, c'était intérieur, maintenant national. J'ai déjà dit ça ailleurs, mais je vais répéter ici aussi que jusqu'aux années 2000, en Israël, il y avait marqué sur les pièces d'identité la nation de chaque citoyen. Donc, il y avait marqué nation juive, nation arabe, etc. Donc, on sait ce que ça veut dire nation en Israël. Et Ben Gvir, du coup, c'est le ministre de la Sécurité nationale. Puis Smotrich, qui arrive non seulement au ministère de la Finance, mais aussi qui détient le pouvoir sur un organe qu'on n'entend pas beaucoup parler en Israël, mais là, avec ces nouvelles élections, on en parle beaucoup l'organe qui, en fait, c'est un organe militaire qui gère les aspects civils, l'administration civile, ça s'appelle, qui gère les aspects civils en Cisjordanie. Et ce que Smotrich et Ben Gvir ont demandé, c'est tout simplement de supprimer cet organe et que le gouvernement, c'est-à-dire que l'État, gère directement les aspects civils de la Cisjordanie. On comprend très bien ce que ça veut dire. C'est l'annexion de facto de ces territoires. Et là, pour le moment, Smotrich est à la tête de cet organe. Il y avait déjà pas mal de conflits entre lui et l'armée. Là, on a vu, il y a 3 jours, il y avait une affaire que l'armée a démoli un champ d'un agriculteur juif. Et il y avait beaucoup de débats entre l'armée et le gouvernement. Donc, on se demande ça aussi, qu'est-ce que ça va faire. Mais pour répondre à la question, on va vraiment, ce gouvernement, on a l'impression que Netanyahu n'arrive plus à contrôler, comme d'habitude, tous les différentes composantes. Et c'est ça qui est très intéressant et qui est particulier parce que jusqu'à maintenant, Netanyahu savait très bien gérer les différentes composantes, si c'était avant les partis ultra-orthodoxes, etc. Mais maintenant, on a l'impression que le pouvoir est aux mains plutôt des différentes parties plutôt que Netanyahu dans cette coalition. Merci beaucoup. C'est très précieux, effectivement, de voir le rapport de force au sein de la coalition et l'idée que vous évoquez d'un Netanyahou dépassé, en quelque sorte, un sujet sur lequel on va revenir aussi. Mais je vous propose de mettre le projecteur, de braquer le projecteur sur la question que Samy évoquait tout à l'heure de la Cour suprême, parce que visiblement, c'est là que va se jouer une grande partie de l'avenir de la démocratie en Israël. Et donc, pour que l'on comprenne bien les enjeux, Denis, si vous pouviez nous dire quelles sont les grandes lignes de ce projet de réforme, quelles implications pour l'état de droit en Israël? Oui, je vais répondre, non sans répondre au préalable à la question sur le titre de notre webinaire. J'aurais ajouté le qualificatif libéral, parce que c'est pas la démocratie comme régime politique fondé sur des élections régulières, et chez nous elles sont même à répétition puisqu'on a eu 5 scrutins en 3 ans. Donc c'est pas ça qui est bien sûr mis en cause. Il faut être précis sur les termes. Donc s'il y a quelque chose qui est à l'agonie, c'est peut-être effectivement la démocratie libérale, c'est-à-dire, précisons les termes, cette évolution qu'on a connue en Europe également, passant d'une démocratie où la branche législative et exécutive était en fait la branche privilégiée, pour justement renforcer les contre-pouvoirs, en France le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. En fait, la question qui se pose, et je viens tout de suite aux réformes, puisque c'est tout à fait lié, comme l'a très bien décrit Samy, en fait de 1949, date des premières élections, jusqu'aux années 1995, la Cour suprême peut effectivement critiquer, peut remettre en cause des directives émanant du gouvernement, des ministères, des autorités municipales, de tout ce qui fait pouvoir dans les contentieux entre le citoyen et les institutions. Mais compte tenu de l'absence de constitution
puisque c'était le compromis qui avait été trouvé. On a repoussé la rédaction d'une constitution, on a confié au Parlement le soin de la rédiger, mais en la repoussant sine die. Eh bien, il n'y avait pas, de 1949 à 1995, ce que les Américains appellent le judicial review, c'est-à-dire la capacité pour la Cour suprême ou pour le Conseil constitutionnel en France de vérifier la constitutionnalité des lois. Et pour une raison qui était à l'époque très logique, puisqu'il n'y a pas de constitution, comment pourrait-on considérer qu'une loi est anticonstitutionnelle? Et quand on a considéré que la déclaration d'indépendance pourrait jouer ce rôle-là, très vite, il a été précisé que ce n'était pas possible. La déclaration d'indépendance, un peu comme la déclaration américaine, c'est un texte déclaratif. Certes, tous les principes de la démocratie s'y trouvent, mais on ne peut pas en faire une constitution. Donc, démocratie libérale à l'agonie, avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je dirais que s'il y a peut-être quelque chose dont on peut se satisfaire, c'est que là où on a considéré en général que tous ceux qui s'opposaient au gouvernement et à la droite et aux partis religieux, ben voilà, se préoccupaient en premier lieu de leur bien-être social, matériel. Là, on assiste à un réveil de cette société civile qui déclare, et c'est très important de le comprendre, qu'en fait, ce à quoi elle tient le plus dans les dispositifs et les mécanismes de la politique israélienne, c'est l'indépendance de la justice. Puisqu'effectivement, depuis 1995, à la faveur, comme l'a bien précisé Samy, toutes les lois fondamentales qui avaient été votées de 1958 à 92 portait sur les institutions, la Knesset, le gouvernement, la justice, mais rien sur un Bill of Rights, rien d'une déclaration des droits. Et la première fois que ça a été fait, c'était en 1992, deux lois fondamentales sur la liberté de l'emploi et sur la dignité de l'homme et sa liberté, qui, comme elles ont été, comme elles prévoient qu'une majorité absolue doit être mobilisé pour la modifier. Aaron Barak, qui était président de la Cour suprême à ce moment-là, a considéré que voilà, nous avons notre constitution. Il le dit sous forme de boutade. C'est faux de dire qu'Israël n'a pas de constitution. Elle en a une. Ce sont ces deux lois à partir desquelles, désormais, ça a été voté en 92, 1995, qu'il a publié cet arrêt-là, enfin lui et les juges. À partir de là, effectivement, on a additionné, et c'est pour ça que la droite parle souvent d'usurpation, en disant que la Cour suprême s'est autorisée à décréter qu'à partir de maintenant, eh bien, elle pourrait vérifier la constitutionnalité des lois. Et ce qui s'est passé, et ce sera le dernier point avant de définir la réforme ou la révolution de régime, comme l'appellent les adversaires, ce projet de loi qui vient d'être déposé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et ça serait important de le comprendre, de 1995 jusqu'à maintenant, on a eu en fait ce côté oxymore dont parlait Samy, ce côté bicéphale. C'est-à-dire, il y a à la fois la poursuite de la colonisation et à la fois une libéralisation, une réelle démocratisation, parce que la justice conservait ce pouvoir d'indépendance, de critiquer et de remettre en cause des dispositifs législatifs ou des décisions prises par le gouvernement ou par quelque autorité de l'État que ce soit. Et il y a eu, si je puis dire, une sorte d'entente tacite. Parce qu'en fait, il faut bien le comprendre, la Cour suprême, qui se fie au droit international sur la question des implantations, a en quelque sorte montré patte blanche. Elle a dit, je vais les considérer comme des installations provisoires dans le cadre de l'occupation, et ainsi je ne me mets pas à dos le gouvernement. Je ne rentre pas dans une confrontation violente institutionnelle bien sûr, avec les gouvernements. Donc il faut dire que depuis 1977 à aujourd'hui, 3/4 d'entre eux ont été formés par la droite. Il y a eu ça et là un peu les travaillistes, mais c'était en très très petites occasions. Et cet arrangement tacite, le gouvernement l'a entendu. Et d'ailleurs, les seules fois où la Cour suprême est intervenue sur la question des implantations, c'est quand l'implantation était construite
sur un terrain privé. Et là, en disant, la liberté de la propriété, il faut démanteler l'implantation. Et depuis d'ailleurs, la plupart des implantations, il faut le savoir quand même, elles sont créées sur des terres de l'État, des terres domaniales, c'est-à-dire où personne ne peut réclamer, aucun Palestinien peut le réclamer sur le plan national, mais pas sur le plan individuel, comme relevant de la propriété. Eh bien, je dirais, c'est mon interprétation, c'est ce deal-là, c'est ce trade-off-là, c'est cette on libéralise en même temps qu'on colonise, et comme ça, tout le monde est content. Eh bien, c'est cette formule-là, dont on peut dire a posteriori, mais elle était là pour éclater un jour ou l'autre, elle éclate aujourd'hui. Et pourquoi elle éclate aujourd'hui? Ça a été dit par Nitzan. D'abord parce que c'est la première fois que nous avons un gouvernement sans aucune présence d'un parti centriste ou de gauche qui, de 2013 à 2019, ont été présents dans tous les gouvernements Netanyahou. Netanyahou aimait avoir une aile gauche, ou une aile centriste, on va dire plus exactement. Pourquoi? Parce que la condition pour entrer dans le gouvernement, c'était justement de bloquer les réformes de la justice, sur la justice. Et là, pour la première fois, et en ce sens, oui, c'est le gouvernement le plus à droite. Il est le plus à droite pour deux raisons. Parce qu'il n'y a plus de parti politique centriste qui mettait son veto sur la réforme de la justice, mais surtout, comme l'a dit également Nitzan, parce que de l'extrême droite, il y en a toujours eu depuis les années 90, depuis Oslo. Seulement, c'est la première fois qu'on est sur un rapport de un tiers, deux tiers. En général, ils avaient 3, 4, 5 députés. Ils comptaient pour rien, si je puis dire. Là, on a le Likoud, 32 députés, on a le parti, les trois factions de l'extrême droite qui font 14 députés. C'est déjà un tiers, deux tiers. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, c'est la première fois que Netanyahou n'avait plus de partenaires au centre et à gauche. Alors, c'est quoi ces réformes? Je vais essayer de le dire de manière télégraphique pour pas monopoliser le temps. Premièrement, c'est effectivement, Samy l'a rappelé, la modification de la composition de la commission de nomination des juges, de telle sorte qu'il devrait y avoir une majorité de membres du Parlement, de la coalition parlementaire et du gouvernement dans cette nouvelle composition. Et il y aura 2 personnalités publiques nommées également par le gouvernement, donc là aussi ça relève de la même majorité, et 3 juges de la Cour suprême. Donc, de telle sorte, parce que là il faut bien comprendre l'objectif c'est que les juges qui étaient généralement des libéraux deviennent majoritairement, massivement, voire exclusivement des juges conservateurs. Et quand je dis conservateur, c'est pas simplement traditionnaliste, un peu, voilà, c'est également sur la question des implantations et la question de la colonisation. La deuxième réforme, elle porte, et voyez comment tout est verrouillé, tout s'enchaîne, tout se combine pour tout verrouiller. On va mettre, déjà dans un premier plan, on met des juges conservateurs. Deuxièmement, on décide que une décision, le gouvernement ne dit pas qu'il annule la possibilité à la Cour suprême d'annuler une loi. Il ne supprime pas cette possibilité-là, mais il dit qu'elle ne sera valable que si, à l'unanimité, les 15 juges décident de l'annuler. Et là, on est, je veux dire, tous ceux qui s'occupent d'organismes et d'institutions savent bien que quand des décisions doivent être prises à l'unanimité, ça veut dire en fait qu'on prend aucune décision. Mais c'est pas fini. On pourrait penser qu'avec l'unanimité d'un côté et les juges conservateurs de l'autre, la droite se protège. Eh ben non. Même si une loi serait annulée par la Cour suprême à l'unanimité, le Parlement se donne le droit de retoquer la même loi sans la modifier, avec une clause de dérogation, une clause de suprématie à hauteur de 61 députés. C'est-à-dire, vous avez là 3 ententes qui permettent en fait de dire qu'on est dans une révolution de régime, mais pas faite par un coup d'État militaire, mais de l'intérieur par ce gouvernement. Et c'est clair, et je m'arrêterai là, même s'il y a d'autres aspects de la réforme que je n'ai pas cité. Il y en a peut-être un qui est peut-être important, peut-être également d'additionner pour être complet, qui n'a rien à voir avec la Cour suprême. Dans chaque ministère, il y a un conseiller juridique qui doit faire allégeance au conseiller juridique du gouvernement.
Ce qu'un projet de loi également qui sera bientôt déposé réclame, c'est que désormais ce soit un poste de confiance et qu'il soit directement nommé par le ministre. C'est-à-dire là où jusque-là le conseiller juridique de chaque ministère était là pour représenter l'intérêt général, pour dire au ministre, ça, ce projet, tu peux ou non le concrétiser. Là, si c'est une nomination du ministre, je dirais que c'est la porte ouverte, non seulement à la politisation de tout ce qui est de l'ordre juridique, mais c'est surtout la porte ouverte à la corruption. Voilà. Merci beaucoup, Denis, pour ce tour d'horizon très complet qui rappelle d'ailleurs des cas, celui de la Hongrie de Orban, par exemple, montrant qu'effectivement, on ne prend plus le pouvoir par des coups d'État, mais quand on le veut de façon absolue, mais par des réformes qui sont initiées au nom de la légitimité démocratique, puisque, eh bien, on a été mandaté par un peuple d'électeurs lorsqu'on fait ce genre de réforme. Et donc, la légitimité l'emporte sur la légalité. Alors, de la question de la Cour suprême à celle des Palestiniens, il n'y a qu'un pas, et vous l'avez déjà évoqué les uns les autres à plusieurs reprises, ce problème palestinien d'une nouvelle nature, ou peut-être pas d'ailleurs. Elisabeth, on se demande dans quelle mesure la condition palestinienne continue d'être ce qu'elle était déjà, ou si, là aussi, on bascule dans une autre logique. Est-ce qu'il y a une différence de degré, est-ce qu'il y a une différence de nature, et comment c'est perçu sur place par les Palestiniens eux-mêmes? On a bien sûr suivi les événements violents des dernières semaines, mais c'est votre éclairage qu'on aimerait avoir maintenant. Alors, du point de vue des Arabes israéliens ou des Palestiniens d'Israël, je crois que l'essentiel a été dit sur le cadrage général et les enjeux à la fois politiques et juridiques normatifs de cette réforme. Et on a souvent utilisé là le terme de libéral, et c'est justement ça, en fait. Le point, c'est que cette cour, effectivement, était d'inspiration libérale, au vrai sens du terme de libéralisme politique, c'est-à-dire fondée, ce qu'on disait, sur les droits du citoyen, le citoyen. Or, les Arabes israéliens, par l'activisme de leurs organisations de défense des droits, comme ACRI, comme Adala, et même la clinique juridique de l'Université de Tel Aviv, ont essayé par la suite justement de ne pas insister sur la reconnaissance du droit du citoyen, mais des citoyens et de la communauté arabe, voire de la communauté palestinienne, en faire des droits collectifs. Or, ça a été très bien dit, la Cour suprême a toujours refusé d'entrer là-dedans, a toujours refusé de traiter de questions de politique générale, voire de normes passées, pour ne pas rentrer dans ces questions sensibles et de politisation, questions israélo-palestiniennes. Donc, il y a eu des décisions réformistes et qui ont amené à des avancées dans la reconnaissance des droits des Arabes israéliens. Je pense que tout le monde a en tête, ceux qui connaissent le système israélien ont en tête la décision, l'arrêt Kaadan. Donc, c'est d'une famille arabe israélienne qui n'avait pas eu le droit, la requête était portée par l'association ACRI, et donc cette famille n'avait pas eu le droit de s'installer dans un village, le village de Katsir, qui est un village construit par l'agence juive sur des terres publiques sur la base de son origine ethnique. Et en 2000, la Cour a statué en faveur de cette famille, mais sur la base d'une rupture du droit à l'égalité entre les citoyens israéliens. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des avancées en ce sens pour les Arabes israéliens ou pour les Palestiniens des territoires, c'était sur ces bases-là, en fait. C'était sur la question du droit à vivre dans la dignité ou de l'égalité d'accès aux services publics, mais pas en tant que de reconnaissance des droits collectifs. Donc, c'est bien pour ça que, du point de vue des Arabes israéliens, des associations de défense des droits, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui n'est que la continuité logique d'une démocratie qui est depuis le début illusoire de leur point de vue, justement parce que se couvrant derrière ce libéralisme et ce refus, en fait, de porter à bras le corps la défense des droits fondamentaux de l'ensemble des citoyens israéliens, et ensuite la défense des droits de l'homme s'agissant des Palestiniens des territoires. Donc, pour eux, aujourd'hui, c'est uniquement la continuité d'une démocratie israélienne qui se délite de plus en plus, mais qui, de toute façon, de leur point de vue, était illusoire depuis le début,
Et Samy le disait bien, la démocratie israélienne n'est pas la même pour tout le monde. En tout cas, elle n'est pas considérée de la même manière par tous les citoyens. Certains considèrent que c'est une démocratie ethnique, d'autres qu'elle devient une démocratie libérale, voire qu'elle est de toute façon un État d'apartheid. On pourra revenir sur tous ces concepts qui circulent de plus en plus aujourd'hui. Pour les Arabes israéliens, et le député Ahmad Tibi le disait, Israël est une démocratie pour les Juifs, elle est un État juif pour les Arabes. Donc ce n'est pas nouveau pour les Arabes israéliens. Quoi qu'il en soit, la mainmise politique sur cette Cour suprême est de toute façon de mauvais augure pour les droits des Arabes israéliens et des Palestiniens des territoires. Mais de leur point de vue, c'est plutôt une politique discriminante qui est aujourd'hui sur la place publique, qui est plus visible, qui est assumée, qui est à grande échelle. Merci beaucoup. Nous finissons ainsi un premier tour de table, si j'ose dire, qui nous a permis de bien comprendre les enjeux, de décrypter ce qui était en cours en Israël. Il y a une question que je vous pose à tous à nouveau. On va refaire un tour de table. C'est quelle résistance, quelle opposition, quelle réaction? Comment, face à cette dérive, on voit la société civile d'un côté, les partis de gauche ou du centre de l'autre, et puis la rue se mobiliser. Qui veut le premier répondre à cette question? Samy? Je réactive le son. Oui, c'est intéressant en ce qui concerne les résistances, parce qu'il y a eu des résistances déjà dans les années 2000, à partir de 2005-2006, lorsque les projets d'anémie de la Cour suprême ont été portés au vote de la Knesset, il y avait un petit parti qui s'appelait Koulan. Koulan veut dire tous ensemble. C'est un parti de droite, mais très respectueux de la Cour suprême. Et c'était un petit parti de 10 députés, et ce parti avait décidé de ne pas voter le projet d'anémie de la Cour suprême. Et c'est grâce à eux que les projets, à l'époque, qui ont été portés au vote de la Knesset, n'est pas passé. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus cette résistance. Puisqu'on parlait de résistance, on est dans une majorité de 62-63 députés qui sont tous sur cette ligne-là de l'affaiblissement, même plus que l'affaiblissement, la paralysie de la Cour suprême. Parce qu'à partir du moment où on a une Cour suprême qui ne peut pas s'opposer aux lois fondamentales et aux lois tout simplement du gouvernement, c'est fini, il n'y a plus de contre-pouvoir. Il faut bien se rendre compte. À part la Cour suprême était le seul contre-pouvoir constitutionnel. Ça n'existera plus. Oui, Nitzan. Merci, Samy. Peut-être il faut parler pas de la résistance, mais des résistances, parce que si on regarde, bon, moi, je suis pas encore partie en Israël dans une manifestation, mais j'entends beaucoup de témoignages. Et on voit, bon, par les photos, on voit énormément de personnes, mais quand on marche dans la rue, on voit qu'il y a quand même des brisures entre les différents groupes. Donc, il y a le groupe majoritaire qui est normalement les électeurs de Lapid, Gantz, les électeurs du parti du centre qui donc bandissent les drapeaux israéliens et qui disent il faut revenir à la démocratie. Et ça, c'est vraiment le groupe majoritaire. Puis, il y a le groupe qui s'appelle aujourd'hui le Bloc contre l'occupation. Et ça, c'est des dizaines d'organisations de droits humains. C'est comme ça que c'est considéré en Israël de droits humains. Qui disent, avant de parler de revenir à la démocratie, il faut se demander, comme Samy Cohen l'a très bien dit au début, quelle démocratie? Revenir à quelle démocratie? Et il faut se demander aussi quel est le lien avec l'occupation qui a lieu depuis 67. Alors, ce groupe, c'est eux qui bandissent les drapeaux palestiniens et qui ont aussi des pancartes avec arrêter l'occupation, etc. Et là, il y a beaucoup
de débats et de conflits dans la rue même entre le groupe majoritaire et ce groupe. Puis, il y a un nouveau groupe qui a été constitué, c'est surtout des gens qui habitent à Jérusalem, c'est des religieux, et ça s'appelle la gauche de la foi. Donc, il y a le bloc de la foi, pour ceux qui connaissent, c'est le mouvement messianique des années, ça a commencé dans les années 70, mais qui a vraiment ramené l'idée de garder les territoires parce que c'est l'intégralité de la terre d'Israël, etc. Mais aujourd'hui, c'est la gauche de la foi, donc ils utilisent la même terminologie. Et eux, ils sont là, alors je dirais qu'ils sont entre les deux, donc entre le bloc contre l'occupation et le groupe majoritaire. Et puis, on a aussi une toute petite minorité, là, c'est des électeurs de la droite. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a des électeurs de la droite qui se disent, nous, quand on a voté pour Netanyahou ou pour des partis de la droite, on n'a pas voté pour cette réforme et on voit ça aussi dans les sondages. Donc, c'est intéressant de voir comment donc les manifestations de dizaines de milliers de personnes qui parfois dépassent les 100 000 personnes est divisée de l'intérieur. Merci pour cet aspect. Et Elisabeth et Denis vont compléter. Oui, Elisabeth, tu voulais… Non, allez-y. Voilà, dans le sillage des propos de Nixon, je voudrais effectivement faire part de quelque chose dont on n'a pas parlé, même si on l'a bien compris. C'est pas simplement le contenu, c'est la méthode. Le gouvernement a été formé après de longues tractations au début janvier, et 2 semaines après, on nous disait voilà sur quoi l'agenda politique va se polariser. Au point de négliger tous les autres sujets. Et Dieu sait, il y a un budget qu'il faut bientôt voter. Et ça a beaucoup choqué à droite. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'une valeur cardinale de ces électeurs de droite, c'est quand même l'unité nationale. Et on voit bien que autour de ce thème-là, il y a une division. On parle de guerre civile, même si ça peut paraître exagéré. On parle de beaucoup de départs à l'étranger, de juifs libéraux qui disent je ne veux pas être complice s'il y a un changement de régime, si on devient une dictature. Et c'est ça qui a alerté effectivement. On a dit dans le dernier sondage que j'ai pu voir que 10% d'électeurs du Likoud voteraient pour un parti de l'autre bloc s'il y avait ce jour-là de nouvelles élections. C'est énorme, 10%. On sait bien, tous ceux qui font de l'analyse de sociologie électorale savent bien qu'il n'y a pas de volatilité. On change de parti à l'intérieur de blocs, mais on passe pas du bloc de centre-gauche vers le bloc de droite et vice-versa. Ce que je voudrais peut-être ajouter également, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi, même si bien sûr, Samy l'a bien montré, ce n'est qu'une étape de plus dans un processus qu'on voit déjà arriver depuis déjà longtemps. Mais pourquoi ça suscitait au-delà de la forme, du contenu et de la forme, pourquoi ça suscite une telle émotion et une telle mobilisation? Et je voudrais mentionner 2 facteurs. Le premier, c'est que on se rend bien compte qu'il y a dans cette coalition une majorité de députés qui n'ont pour la démocratie libérale que mépris, dédain et rejet. Et ils le disent, c'est-à-dire, c'est plus on les soupçonne de ne pas, ils le disent clairement, ils ne veulent pas de cette démocratie libérale, ils veulent de la démocratie fondée sur l'autorité du Parlement et de l'exécutif, puisqu'ils sont liés, ils vont de pair dans le système politique israélien, mais ils ne veulent pas de ces garanties pour les minorités. Ils disent non, c'est un thème qui existe également ailleurs, hein, la démocratie doit redevenir le gouvernement de la majorité et non pas la sensibilité vis-à-vis des minorités. Et de voir d'entendre des déclarations de députés, de ministres qui disent clairement que ils ne veulent pas de la démocratie libérale, et je veux dire par là des règles du jeu, après tout, des majorités absolues, il y en a dans tous les gouvernements. Et pourquoi ça ne s'est jamais traduit par le rejet de l'opposition? Parce qu'on sait bien, et surtout dans une démocratie parlementaire comme Israël, regardez les votes à l'issue des lois, il y a toujours des votes panachés, des membres de l'opposition qui additionnent leur suffrage. Et la deuxième raison, et ça, je crois que c'est très important de l'expliquer ici, pourquoi cette mobilisation particulière, singulière?
parce que nous sommes tous, à gauche comme à droite, convaincus que l'alternance, c'est fini. Et pas parce qu'il y aura un coup d'État, mais parce que les mutations démographiques, avec le poids notamment des orthodoxes, des orthodoxes, ou qu'ils soient sionistes ou non sionistes, qui ont une moyenne de 4, 5, voire 6 enfants, fait que on se dit, à gauche comme à droite, les uns pour le déplorer, les autres bien sûr pour s'en satisfaire, que l'alternance c'est terminé. Et c'est pour ça, parce que autrement, et je m'arrête là, on change on modifie la composition de la commission de nomination des juges, le procédé pour nommer les juges. Très bien. Avec ce gouvernement-là, on aura droit à 5 juges conservateurs. Pas grave, il y aura alternant dans 4 ans ou dans 8 ans, ce sera cette fois-ci une coalition du centre et de la gauche, eh ben on désignera, puisqu'on en a le pouvoir, puisqu'il y a une majorité gouvernementale qui désignera les juges, eh ben on nommera des juges libéraux. Et pour ça, il faut gagner le pouvoir. Et on ne peut pas comprendre, et je termine là, on ne peut pas comprendre cette mobilisation générale, ce sentiment que c'est foutu, et c'est pas simplement de la rhétorique. Les gens sont intimement convaincus que c'est terminé. Parce qu'il n'y a plus cette perspective, à moins d'une catastrophe comme la guerre du Kippour, à moins d'une catastrophe, ou économique d'ailleurs, on parlera des retombées éventuelles, de quelque chose qui dépasse nos prévisions, et qui pourrait peut-être, mais autrement, à gauche comme à droite, on est convaincu que la coalition de droite nationaliste et cléricale est là et pour longtemps. Oui, c'est comme si le temps court de l'élection et le temps long de la démographie se retrouvaient aujourd'hui et faisaient qu'on arrivait à un vrai carrefour en vérité. Elisabeth. Oui, je voulais insister sur un point aussi, c'est que du point de vue de la mobilisation, c'est que derrière les attaques contre la Cour suprême, c'est aussi les attaques contre toute la société civile qui se mobilise pour la défense des droits. Donc c'est tout ça qui est attaqué aussi aujourd'hui. Donc toute cette société civile, et je ne parle pas seulement d'associations comme Adala ou B'Tselem qui sont de toute façon déjà dénigrées par une grande partie de la classe politique, mais c'est aussi jusqu'où vont aller ces attaques contre l'état de droit, contre la défense des droits fondamentaux, quelles seront les prochaines associations à être dénigrées, à être accusées de mettre en danger l'unité nationale, le pays, voire accusées de terrorisme. On l'a vu dans d'autres pays. On voit bien comment cette dégradation, comment ça va très vite, cette course en avant, hein, comment ce dénigrement de tout ce qui fait un état de droit, au-delà de la Cour suprême, mais aussi toute la mobilisation derrière. Et plus on réduit aussi ces répertoires d'action, ces ressources juridiques de l'action collective, plus on ouvre de portes aussi à la violence. Oui, et j'imagine que les universités, les universitaires, les journalistes qui ne sont pas derrière le gouvernement sont eux aussi victimes de ce que vous appelez dénigrement et attaque. Et effectivement, ce n'est pas une chose que l'on ne voit qu'en Israël. Ce type de régime est coutumier du fait. Alors, j'ai oublié d'inviter tous ceux qui nous suivent et qui sont nombreux aujourd'hui à poser leurs questions dans la boîte Q&R, questions-réponses, mais certains en ont pris l'initiative et c'est très bien. Donc, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. La première d'entre elles ayant à voir avec la communauté internationale. C'est-à-dire que on en a dit un mot lorsqu'on a préparé ce webinaire. Il est important de resituer ce qui se passe en Israël dans un contexte beaucoup plus large et de faire le tour des réactions internationales. Qu'on parle d'ailleurs d'États comme les États-Unis, qu'on parle de sociétés civiles transnationales, la diaspora aux États-Unis ou ailleurs. Comment est-ce que, dans le monde arabe aussi, chez les voisins d'Israël notamment, comment est-ce que cette dérive qu'on vient de décrire est perçue, vécue, quelles réactions elle suscite et que peut-on attendre de ces réactions lorsqu'elles ont lieu? Samy, tu reprends la main? Faut que tu ouvres ton micro. Faut que tu ouvres ton micro, Samy. Samy, il faut que tu ouvres ton micro. Ah, pardon.
Voilà, c'est Voilà. bon là? Ah, c'est bon. Voilà, voilà. Écoute, les réactions, ça dépend de quel côté on se situe, parce que si on se situe du côté des défenseurs de la démocratie, évidemment, on va estimer que les réactions internationales sont très faibles. Au fond, il y a quelque chose qui est difficilement compréhensible, que Macron ait invité Netanyahou alors que sont débattus, alors qu'est en train de se mettre en place une réaction antidémocratique en Israël. C'est quelque chose pour des démocrates qui est vraiment incompréhensible. Il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre pour voir comment les choses se passent. Donc, lui donner une légitimité internationale, c'est vraiment, de telle sorte, c'est vraiment décevant. Mais les États-Unis ne font pas grand-chose. Ce qui les intéresse, eux, c'est que le statu quo actuel dans les territoires occupés ne soit pas modifié. Voilà, pour laisser une chance, au fond, à une solution qui semble de plus en plus improbable, mais c'est là-dessus qu'ils se sont focalisés. Et malheureusement, lorsqu'on constate, lorsqu'on essaie de voir ailleurs, ben, c'est le silence, sauf erreur de ma part. C'est le silence le plus total des partenaires de la France et des démocraties, parce que c'est eux qui doivent réagir. Ce n'est pas les pays arabes qui vont réagir, évidemment. C'est pas à eux de donner des leçons, ils le savent très bien. Voilà. Merci. Oui, Nitsan, un éclairage complémentaire? Oui, alors là, il y a quelques jours, le gouvernement a légalisé 9 communes en Cisjordanie, ce qui est vraiment un acte assez radical. Il devait y avoir une discussion à l'ONU sur cette décision qui n'a pas eu lieu parce que les États-Unis a réussi de négocier l'annulation de ce débat avec les Palestiniens. Et donc, on voit que ça, comme Sami vient de le dire, ça inquiète vraiment les Américains. Ce qui est intéressant, c'est que je viens de voir une vidéo de Simcha Rothman. C'est un des membres du gouvernement qui est à la tête de cette réforme ou changement de régime, comme on l'appelle, comme Denis l'a dit, et il parle en anglais au Parlement et il s'adresse aux Juifs dans le monde entier et ils disent n'écoutez pas ce que les membres de l'opposition disent et surtout ne lisez pas les infos. Donc là, on voit que quand même, il y a une inquiétude, une petite inquiétude, peut-être pas l'opinion internationale, mais notamment l'opinion des Juifs de la diaspora et des Juifs de l'extérieur qui, on voit ça très bien dans tous les journaux qui ne sont pas en hébreu. Moi, je lis tout c'est mon travail, j'analyse les médias israéliens tous les jours. Donc, je vois très bien comment dans les médias de la droite, on défend cette réforme, etc. Mais dans tous les médias qui sont écrits en anglais, en français, dans une langue étrangère, c'est très difficile de défendre cette réforme, donc il s'adresse en anglais au Parlement, aux Juifs de l'international. Et ça, c'est intéressant. Merci. Elisabeth. Oui, pour répondre aussi en partie à une question sur les positions des classes populaires, des séfarades et plus largement de tous ceux qui ne se sentaient pas de toute façon impliqués par cette ressource juridique. Je me demande effectivement, et ça ne traite pas qu'Israël, hein, c'est aussi ailleurs, quand on s'attaque à l'autorité judiciaire, si ça parle véritablement aux classes populaires, à tous les groupes sociaux ou pas. C'est largement ce type de combat et ces manifestations sont perçus par les Arabes israéliens, mais aussi par les classes populaires, comme un combat de privilégiés. La gauche ou la gauche bien pensante, voire gauchiste pour certains. Donc, je crois qu'on a du mal, et ils ont du mal à convaincre de toute façon et à rallier très largement derrière eux toutes ces classes. Mais est-ce que le raisonnement sous-jacent à ce que vous dites, c'est on préfère la sécurité à la liberté? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se mobilise pas pour des libertés, si ce n'est le primat accordé, du coup, oui, à la sécurité? Est-ce que c'est ça le trade-off, on pourrait dire? Samy. Pour ne pas monopoliser le temps de parole, les classes populaires juives sont derrière le Likoud. Ça, il faut le savoir.
depuis le renversement, l'arrivée du Likoud au pouvoir, c'est eux, finalement, qui font la puissance du Likoud. C'est eux. Et lorsqu'on leur parle de démocratie, ils disent c'est très bien, mais notre parti à nous, c'est le Likoud. Les partis travaillistes, au fond, nous a défavorisés pendant des années. Nous ne sommes pas prêts à revenir à des partis de gauche. Notre parti, notre foyer, c'est le Likoud et ils votent pratiquement massivement. La question de la démocratie ne les intéresse pas tellement. En fait, l'alternance et le fait que souvent des partis de gauche vont visiter des localités où se trouvent des populations qui votent à droite, ils ne sont pas audibles. Ils ne sont pas audibles, ça les intéresse pas. Il y a quelque chose, il y a un formatage dans ces populations, les populations électorales populaires, qui sont majoritairement d'origine venant des pays arabes. Leur maison politique, c'est le Likoud. Merci. Denis, sur cette question des réactions des uns et des autres. Sur la communauté internationale, écoutez, mettons les choses au point. On intervient, un gouvernement de quel pays que ce soit n'intervient pas dans les affaires intérieures d'un pays. Donc il y a une sorte d'obligation de réserve qui fait que je ne suis pas surpris de cette prudence. D'autant qu'il faut mettre les choses encore une fois, tout n'est pas encore achevé. On ne sait pas s'il y aura un compromis ou pas. Donc moi, cette prudence-là, elle ne me surprend pas. Je peux la déplorer comme citoyen, mais comme observateur de la vie politique, elle m'apparaît, je dirais, presque normale. Et je dirais que ce n'est pas d'une condamnation, que c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ça va se jouer sur autre chose. Et là, de ce point de vue-là, je dirais que la communauté internationale, non pas au sens les nations, les États représentés aux Nations Unies, mais au sens de la dimension internationale de la politique israélienne. Là, elle peut peser, justement. Pourquoi? Parce que l'échec de la négociation avec l'Iran ouvre à Israël un boulevard pour une attaque préventive. Une attaque préventive ne peut pas se faire sans le soutien des Américains, voire le soutien de l'Union européenne, qui en général considère que toute attaque d'un pays, d'un autre pays est une agression. Netanyahou, s'il y tient, et on nous dit qu'il y tient, devrait donc faire pédale douce sur cette réforme parce qu'il a besoin du soutien américain sur cette cause-là qui est pour lui la plus importante. La justice, il s'en fout. Pardonnez-moi l'expression un peu familière. Deuxièmement, il veut avoir l'Arabie saoudite comme partenaire, comme futur partenaire des fameux accords d'Abraham. Alors, c'est pas que l'Arabie saoudite se soucie de savoir si la Cour suprême est indépendante, je vous le concède volontiers. Mais il faut que le statu quo dont on parlait tout à l'heure dans les territoires soit maintenu. Or, il faut bien comprendre, au-delà des réformes, au-delà de la révolution de régime concernant la Cour suprême, et Nitzan a parlé de cette administration civile que Smotrich va avoir sous sa coupe, il y a Ben Gvir, il y a quand même ici une conjonction qui peut faire exploser la région, et pour Netanyahou, ça signifie que si la région explose, il y aura bien sûr répression et l'Arabie saoudite ne rentre pas dans les accords d'Abraham. Donc je dirais qu'avec le dossier iranien et le dossier saoudien, et puis un troisième aspect, la troisième chose à laquelle Netanyahou est très sensible, les retombées économiques. On aura dans les jours qui viennent les agences de notation qui vont dire si ces réformes pénalisent ou non et les intérêts, les crédits, les emprunts qu'Israël contracte sur le marché international. Et ça aussi, ça peut avoir un impact. Et en ce sens, Netanyahou reste encore l'adulte responsable face à un gouvernement dans lequel il ne trouve pas Mais voilà, c'est pour dire que la situation internationale plus économique peut peser, alors peut-être pas sur les réformes, hein, peut-être pas sur le train de réforme, mais elle est quand même un axe que Netanyahou ne peut pas négliger par rapport à ses propres objectifs. Il l'a déclaré lorsqu'il a été, au moment de son investiture, à part la vie chère, mais ça c'est pour le concéder aux classes populaires, c'est le dossier iranien et le dossier saoudien. Voilà.
Sur le point des classes populaires, c'est vrai qu'elles sont absentes. C'est vrai que il y a deux axes, l'identité nationale et l'identité religieuse, qui effectivement, plus l'histoire passée. Mais c'est important parce que cela montre le caractère de revanchisme qu'il y a dans ces réformes. Une grande partie des slogans des députés de la droite, c'est la vengeance contre le fait qu'en 2005-2006, la Cour suprême n'a pas prêté main forte aux habitants des implantations qui ont été évacuées par Israël. On a beau jeu de dire, mais c'était le Likoud et Ariel Sharon qui a fait ce désengagement. Il n'empêche qu'il y a un climat de revanchisme qui nourrit tout cela. Et puis je dirais, c'est vrai que les élites sont présentes dans ces manifestations, mais c'est quand même également les classes moyennes, et pas simplement les classes moyennes supérieures. Et là, on pourrait poser une question, pourquoi des classes moyennes qui manifestent dans la rue ne sont pas légitimes à le faire? Comme le rétorque les membres du Likoud qui dénoncent les Mercedes et les Rolex des manifestants. On a un Rolex sur sa main. Mais peut-être je vais rajouter quelque chose par rapport à la participation des Palestiniens. Donc, je suis israélienne et je me laisse jamais parler au nom des Palestiniens. Mais comme il n'y a pas de Palestiniens aujourd'hui dans la table ronde, je me permets de dire ce que je lis et ce que j'entends. Alors là, pour montrer pourquoi il y a très peu de Palestiniens qui participent dans ces manifestations, samedi dernier, il y avait une manifestation à Haïfa. Haïfa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville mixte, très mixte. Alors, on dit mixte en Israël quand la minorité arabe est très présente et à Haïfa, c'est le cas. Et là, il y a un membre de Hadash, du coup, c'est le parti dit communiste. Mais bon, en Israël, c'est difficile de parler vraiment du communisme comme en France, mais parti qui normalement faisait partie de la liste unifiée avec les partis arabes, qui prépare son discours. Et les organisateurs de la manifestation lisent son discours et commencent à le modifier et de manière très, très importante. Et chaque fois, ils modifient et ils modifient. À un moment, elle disait, moi, je ne peux pas participer dans cette manifestation. Plus tard, elle a publié son discours sur les réseaux. Pardon. Et c'est là où tout le monde voyait son discours beaucoup plus que dans les manifestations. En plus, il faut rappeler que les drapeaux palestiniens ne peuvent pas être bandits pendant la réforme, vraiment parce qu'il y a Ben Gvir qui dit il faut interdire ça. Et troisièmement, comme on a dit tout à l'heure, l'histoire de revenir à la démocratie en Israël, ça pose problème aux Palestiniens qui ne profitent pas vraiment des mêmes droits. Alors, on peut discuter de ça, comment définir ça, mais pour eux, dire démocratie, c'est d'autant plus difficile que pour les Juifs. Donc ça, c'est aussi, ça pose problème pour eux de participer massivement dans les manifestations. Merci beaucoup. Un complément, Elisabeth, avant que l'on passe au reste des questions? Oui, je crois que ce qu'on observe aujourd'hui, ça se ressent depuis une vingtaine d'années. De toute façon, il y a de moins en moins de programmes de coexistence israélo-palestiniens, il y a de moins en moins d'initiatives judéo-arabes. Voilà, tout ça piétine. Moi, je le vois en étudiant les sociétés civiles et pour y avoir travaillé depuis plus de 20 ans maintenant sur le délitement total, en fait, de ces initiatives de coexistence. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, la difficulté des Arabes israéliens, des Palestiniens d'Israël à se raccrocher à cette mobilisation, elle est logique dans l'évolution de cette vingtaine d'années. Par contre, ce qu'on observe, c'est ce raccrochage des Arabes israéliens de plus en plus au territoire et à la cause palestinienne. Non sans difficulté, mais ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Il y a de très nombreuses questions variées et je vous propose de les prendre dans l'ordre pour que on puisse leur rendre justice le plus complètement possible. Martine Cohen, qui a déjà posé la question à laquelle vous avez répondu sur les classes populaires, on pose une autre. Quelle est la position des populations arabes ou druzes? Alors les druzes, on n'a pas encore parlé. Et que devient le parti de tous ces citoyens, entre guillemets? Qui veut répondre rapidement à cette question précise? Vas-y, Denis.
Oui, il n'y a pas de parti de tous ces citoyens, c'est la notion d'État de tous ces citoyens, c'est-à-dire une sorte, comment dirais-je, d'État qui ne se définirait plus explicitement comme État juif. Alors, ce qui est compliqué, il faut le dire, mais ce serait un autre panel, il n'y a pas de nation civique en Israël. Il n'y a pas de nation civique, c'est ou le modèle binational, ou le modèle d'une minorité nationale disposant d'une garantie constitutionnelle, ou l'État juif, laissant l'épanouissement individuel des Arabes, qui ont aussi d'ailleurs constitué une classe moyenne, comme les séfarades dans les 20 dernières années. Donc, il n'y a pas de... Est-ce que l'idée civique... C'est compliqué, je rajoute un point supplémentaire à ce qu'on disait. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Arabes israéliens ont du mal, ou les Palestiniens d'Israël ont du mal à participer aux manifestations, c'est qu'il y a trop de drapeaux israéliens et que le rapport des Arabes israéliens au drapeau d'Israël est forcément ambivalent. Et c'est pas la question de l'hymne national, mais voilà, et c'est un petit peu difficile. Mais il y a quand même quelque chose qui préfigure. Je ne crois pas qu'on est du côté de la protestation, on n'est pas dans la restauration, redevenons ce que nous étions avant. Tout le monde est conscient des imperfections, on l'a noté tout à l'heure, de la démocratie israélienne. Donc, je dirais que, voilà, il y a une sorte de gestation, mais voilà, qui est pas encore très claire, d'un autre modèle, effectivement, où on n'est plus, où on transcende finalement. Et la participation de gens de gauche, de droite, des religieux, etc., préfigure quelque chose d'autre. Même si voilà, il n'y a pas on n'en est pas encore là. Le parti politique judéo-arabe qui aurait dû naître, qui devrait naître, non, il en est encore à une étape préliminaire et donc il n'y a pas encore, et puis il n'y a pas des élections pour tout de suite, donc en tout cas ils ne sont pas manifestés particulièrement si c'est à cela qu'il était fait allusion. Merci. Autre question précise d'un spectateur anonyme. Peut-on s'attendre à une montée en puissance du mouvement BDS? Qui veut répondre à cette question? Je vais juste dire un petit élément. Ce qui est intéressant, c'est que le nom BDS fait vraiment peur en Israël. Il y avait aussi une loi, la loi boycott, qui a été promulguée il y a une dizaine d'années. Et l'impact de BDS fait vraiment peur en Israël. Et ce que ça veut dire, ce que ça implique. Et là, on voit des entreprises israéliennes qui décident, bon, on ne parle pas de BDS, mais qui décident de, quelque sorte, boycotter l'État et sortir leurs fonds de l'État. Donc, c'est intéressant de voir ce lien avec le boycott, qu'on avait tellement peur de ce que le BDS représente. Et là, il y a des entreprises israéliennes qui le disent. Il y avait une personne de high-tech qui a une entreprise très, très grande en Israël qui a dit à tout le monde, moi, je suis plus d'accord de payer des impôts dans cet État. Je vais plus payer des impôts ici. Je pars, faites comme moi. Ouais. Ouais. Alors, question de Bénédicte Lomont. Pardon, Elisabeth, pardon, vous aviez levé la main ou c'est une erreur? Oui, non, c'était juste pour dire que je ne suis pas certaine que le mouvement, mais je suis d'accord avec Nitzan, que le mouvement BDS en tant que tel prenne de l'ampleur parce qu'effectivement, il fait peur et qu'il y a toute une connotation antisioniste derrière qui est problématique. Donc, je ne suis pas certaine que lui-même prenne de l'ampleur, le mouvement. En revanche, le fait de voir Israël différemment, de normaliser une parole critique sur un État qui devient, qui n'est pas démocratique ou qui devient moins démocratique, voire qui d'une certaine manière se rapproche d'un système d'apartheid, ça par contre, ce que j'observe, c'est que ça commence à se normaliser. On en parle, les chercheurs en parlent davantage, l'Union européenne en parle, des chancelleries dans les diplomaties, on en discute aussi. Et ça, par contre, c'est une évolution possible, oui. Le regard change et que donc la politique vis-à-vis d'Israël change. Très bien. Je dirais une phrase seulement pour dire que c'est une chose que la droite israélienne refuse de comprendre. Plus l'État d'Israël cesse d'être une démocratie libérale, plus il sera facile à moyen terme ou à long terme pour l'Union européenne de prendre des sanctions vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est le gouvernement de droite qui a intérêt à protéger cette démocratie. Elle considère aujourd'hui qu'elle est mûre pour cette démocratie libérale, elle est mûre pour s'en débarrasser.
Et il ne faut pas exclure, encore une fois, à moyen terme et à long terme, que cela se retourne contre les gouvernements de droite, précisément à cause de… Parce que ce qui faisait en quelque sorte le lien, enfin, c'est que les menaces pesant sur la sécurité d'Israël, qui sont indéniables, et de l'autre côté, c'est une démocratie vivante. Or, concernant les menaces, mis à part l'Iran, on a les accords d'Abraham, donc il n'y a plus de menaces qui pèsent sur l'existence d'Israël, et la démocratie, elle l'est de moins en moins. Et je dirais que l'addition de ces désévolutions pourrait effectivement compliquer les relations d'Israël, encore une fois à moyen terme, pas dans l'immédiat, avec l'ensemble des pays démocratiques. Merci. Oui, Samy. Pour relancer un peu la discussion, moi, ce qui me semble, c'est que en ce qui concerne la justice, les attaques contre la justice, c'est très important ce qui se passe aujourd'hui pour Netanyahou. Parce que s'il veut échapper à un procès, c'est par le fait qu'il peut modifier la composition de la Cour suprême et faire en sorte que les lois votées par la Knesset soient retoquées par une Cour suprême qui serait aux ordres du pouvoir politique en place. Et ça, c'est un grand changement. C'était pour lui vital, cette modification de la composition de la commission de nomination des juges. C'est vital pour lui d'avoir une majorité qui soit à sa botte, parce que c'est tout son avenir politique qui est en jeu. Oui, c'est une dimension qu'on n'avait pas évoquée encore, mais qu'il est important de mettre en facteur. Alors, je cite des commentaires reliés à ce que nous venons de dire. Johan Morvan dit « Au-delà de BDS, il est à craindre que certains milieux financiers globaux tentent à abaisser la note d'Israël. » Et il ajoute « Ce qui, via le Nasdaq et au-delà des considérations politiques, tente à accélérer l'exode du high-tech d'Israël. » On en revient à la formule de Denis, suivant laquelle, finalement, c'est aux notations, aux agences de notation que l'on va devoir peut-être la modération des attaques contre les droits de l'homme. À qui faut-il se fier pour défendre les droits de l'homme de nos jours, hein? Les questions. Il va le faire. Hein. Dans un entretien, il a dit, Smotrich, il a dit que c'est lui, ce sera le défenseur des droits de l'homme. Ah, donc il y a encore quelqu'un qui s'en occupe. Je veux rajouter quelque chose parce que on a parlé de donner une image démocratique du coup à cette réforme et je pense que c'est important de comprendre que pour ceux qui mènent la réforme, c'est vraiment une réforme qui va renforcer la démocratie israélienne. Et c'est ça le grand paradoxe. J'ai noté quelques petits arguments parce que mon travail, c'est vraiment de chercher comment on justifie démocratiquement avec des mots démocratiques des actions que, comme on a vu, Denis a très bien décrit cette réforme, on a vu que c'est vraiment non démocratique, voire antidémocratique. Donc, on dit tout d'abord que c'est la volonté du peuple, comme la coalition a reçu le plus du vote du peuple. On dit aussi, on compare aussi avec d'autres États occidentaux. On dit, voilà, dans toutes les démocraties libérales, on nomme, la politique nomme les juges. On oublie de mentionner, comme Sami Cohen l'a dit, qu'il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir en Israël à part la Cour suprême. On décrit aussi les manifestations qu'on vient de décrire comme manifestations d'anarchistes, antidémocratiques, etc. Et puis, on parle aussi, et ça, je trouve ça intéressant aussi, qu'on dit que cette réforme va permettre la diversité au sein des juges, c'est-à-dire on va rajouter des juges arabes, des juges mizrahim au sein de la Cour suprême. Donc, on essaye vraiment de donner une image démocratique à une réforme qui essaye de détruire tout ce qui reste de la démocratie israélienne. Oui, et ça, on le voit partout. Oui, Denis. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, c'est là où c'est un moment capital en Israël actuellement, mais dans d'autres pays, c'est qu'en fait, on a été, nous tous, formés sur l'idée que démocratie et libéral étaient deux termes redondants, synonymes. Il n'y a pas de démocratie qui ne serait pas libérale. Et là, on est en train d'apprendre à notre corps défendant, lorsqu'on habite en Israël aujourd'hui, que on peut être
pour la démocratie, c'est-à-dire la démocratie au sens l'exécutif et la majorité du peuple décident de suivre telle ou telle formation, et ça ne va pas de pair avec le libéralisme politique, l'idée des contre-pouvoirs. Et ça, je crois que c'est pour nous, en tout cas, une mutation, et il faut être très vigilant là-dessus. Mais voilà, ce qui nous apparaissait aller de soi, aujourd'hui, ne l'est pas. Oui, si je peux me permettre Oui. de rebondir sur ce que Denis vient de dire, effectivement, c'est pourquoi la notion de démocratie illibérale qui a été inventée à propos de l'Europe de l'Est, à propos de la Hongrie et de la Pologne, deviendra totalement pertinente dans le cas d'Israël. Ouais. Un nouveau type de régime est en train de prendre corps et il est durable. Et c'est ce que l'on ne croyait pas quand on parlait de populistes. Les populistes, une fois au pouvoir, transforment les régimes de l'intérieur et jouissent d'une telle légitimité qu'ils peuvent se permettre de prévaloir sur les institutions qui défendent l'état de droit. Donc on est effectivement face à un tournant qui dépasse le cas d'Israël. Alors, pour rester en Israël néanmoins et essayer de répondre dans les 10 minutes qui nous restent au maximum de questions, je vous propose de nous concentrer sur le processus en cours, parce que la messe n'est pas dite quand même. Et Martin Cohen, dans une autre de ses questions, demande plutôt, que peut devenir la proposition de Herzog d'une négociation pour la réforme judiciaire. Et moi, je mettrais dans le même esprit une question qui m'est venue en écoutant Denis dire le Likoud perd de ses électeurs. Alors, est-ce que quand même ça, plus ce que dit Nitzan de la façon dont Netanyahou risque d'être dépassé par sa droite, est-ce que tout ça ne peut pas œuvrer à un compromis? Et si ce compromis, celui d'Herzog ou d'un autre, n'a pas lieu, alors ça nous en dira beaucoup sur finalement l'ampleur du virage qui est pris. Mais sur les chances d'un compromis, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et pour répondre à Martin Cohen, qu'est-ce que vous auriez comme réponse à offrir? Issami. Non, je ne crois pas du tout qu'un compromis est en train d'émerger, émergera. Netanyahou a beau de dire, maintenant qu'on a voté en première lecture les deux premières dispositions, qui sont des dispositions antilibérales, on peut négocier. Mais attendez, c'est de la plaisanterie. Ce qu'il veut, c'est une Cour suprême qui ne puisse pas valider les jugements des tribunaux. Et ça c'est très important, parce que ce qu'il fera, au cas où il est condamné, il fera un recours à la Cour suprême. Si la Cour suprême est acquise à sa cause, ce qui est en train de se passer, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est terminé pour lui. Il n'a plus de soucis concernant toutes les accusations qui sont portées contre lui dans la justice. Voilà, moi je pense pas qu'aujourd'hui, cette droite au pouvoir, un mélange de nationalisme dur, de nationalisme extrémiste et une composante ultra-orthodoxe, veuille soit à la recherche d'un compromis. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne crois pas du tout. Est-ce que vous partagez tous ce sentiment? Oui, Denis. Alors, je dirais que les deux camps sont travaillés par le même dilemme. Les oppositions ou les résistances vont se diviser dans les jours qui viennent entre ceux qui disent, puisque le train est parti, laissons-le aller et surtout ne lui offrons pas la légitimité de l'opposition qui graverait dans le marbre définitivement ces réformes, puisqu'elles ont été votées avec le concours de l'opposition dans une sorte de négociation. Et donc, une grande partie disent il faut jouer la politique du pire pour éventuellement, lors d'une éventuelle alternance, pouvoir s'en débarrasser. Actuellement, politiquement, il n'y a que Benny Gantz qui dit actuellement il faut discuter. Maintenant, si on voit ce qui se passe à droite, les partis orthodoxes ne veulent aucun compromis pour une raison très simple. Eux, ils veulent retoquer toute décision concernant la conscription obligatoire des orthodoxes.
Et là, il n'y a qu'une clause de suprématie qui permettrait de dire, même si la Cour suprême rend un arrêt en disant il faut la conscription obligatoire, eh ben on revote le même texte, 61 députés et c'est terminé. Donc eux, là-dessus, ils veulent pas céder. Le public, enfin la clientèle des colonies, elle aussi, parce que il faut bien voir. C'est vrai que en apparence, c'est les questions des citoyens, les contentieux avec l'État, mais c'est clair. Je presque dire, on va pas pâtir directement de cette transformation dans l'immédiat. Ceux qui vont pâtir, c'est les Palestiniens dans les territoires occupés, même pas en Israël. C'est d'abord dans les territoires occupés que les choses vont être modifiées. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un point qu'on n'a pas dit, très souvent à gauche et chez les radicaux et même dans la recherche, on nous produit des recherches extraordinaires pour nous montrer que 95% des requêtes déposées par les Palestiniens des territoires, il faut savoir, Israël a autorisé en 1967 les Palestiniens non citoyens israéliens d'avoir recours à la Cour suprême. Et ces recherches nous disent, mais 90% des cas, les maisons sont détruites, les arrestations illégales, arbitraires sont confirmées, etc. Voilà. Donc, ils disent, en gros, la Cour suprême n'a jamais... Oui, mais il y a une chose qu'on ne comprend pas. Le rôle de la Cour suprême, c'est pas la dizaine d'arrêts qu'ils ont pris en faveur des Palestiniens, voire en faveur de tel ou tel citoyen israélien sur tel ou tel litige et contentieux. Non. L'importance fondamentale de la Cour suprême, c'est qu'elle a obligé les ministères, les autorités de l'État à une autodiscipline et une autorégulation. On ne va pas prendre telle décision parce que la Cour suprême va intervenir, donc ça ne sert à rien. C'est ça le vrai risque, et pas les 10 arrêts favorables, la poignée d'arrêts favorables aux uns ou aux autres. C'est tout ce que va libérer, tout ce qui va être décomplexé suite à cette réforme. Donc c'est plus ce qui va plus être empêché, et là la digue va sauter, et c'est notamment dans les territoires occupés que ça va faire très mal. Et là, il y a une possibilité que, effectivement, les États-Unis, si les démocrates sont réélus, bien sûr, l'Union européenne, je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure où Israël cesse d'avoir et même le tribunal de La Haye d'ailleurs, le tribunal de la Cour de justice de La Haye pourra dire, mais on ne peut établir de décision que s'il y a une justice indépendante. Si elle n'est plus indépendante, alors effectivement, on peut prendre des arrêts ou des sanctions beaucoup plus sévères. Et donc, il n'y a donc, à droite, pour revenir à mon schéma, il n'y a que Netanyahou, finalement, qui est intéressé peut-être à un compromis, précisément parce que il sent bien que la situation lui échappe et il n'en a pas le contrôle. Mais, et puis il y a un dernier joker dont on n'a pas parlé, c'est l'attitude de la Cour suprême. Imaginez une démission sinon des 15 juges, en tout cas d'une grande partie d'entre eux. Et sans aller même jusqu'à ce scénario extrême, il y a également la possibilité, puisque les choses n'ont pas encore été votées en troisième lecture, que la Cour suprême annule ou dise, va à une confrontation institutionnelle tant qu'elle le peut. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas inconcevable qu'un compromis ait lieu, avec Gantz seulement comme acteur. Et donc, même si les forces dominantes du côté des protestataires et du côté du gouvernement sont pour un refus de tout compromis, bien entendu, consistant à attribuer la responsabilité de l'échec à autrui, à l'autre camp. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose que nous nous séparions sur cette incertitude qui peut être vécu comme un ray of hope pour les plus optimistes. La messe n'est pas dite, effectivement. Le sort de ces institutions défendant l'état de droit en Israël n'est pas encore scellé, et on suivra bien sûr de très près ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent, et au-delà, surtout comme vous le dites, que le sort des Palestiniens va être celui qu'il faudra suivre le plus clairement. Les victimes les plus directes seront là. Je vous remercie vraiment en notre nom à tous pour nous avoir éclairés si complètement et d'une façon aussi, je dirais,
vivante lors de ce séminaire, lors de ce webinaire. Le prochain aura lieu le 24 mars et nous amènera en Ukraine et en Russie, où nous regarderons non pas seulement la situation après un an de guerre, mais plutôt ce que cela signifie pour les académiques, pour les chercheurs, les anciens chercheurs de ces deux pays, mais aussi ceux, et ils sont nombreux, basés en France et dont les terrains ont été ainsi en quelque sorte dérobés. Qu'est-ce que cela représente pour un académique, un chercheur, que de perdre son terrain, entre guillemets. Merci à vous tous, encore une fois, et merci à ceux qui nous ont suivis. Vous pourrez revoir ce webinaire en le téléchargeant sur le site de la FSP, et vous pouvez le diffuser ainsi pour que ceux qui n'en ont pas profité puissent le visionner. C'est quelque chose de tout à fait facile à faire. Merci et à très bientôt. Au revoir.